important.
Il est vice-président directeur général Casa Berardi. OK, là, ça fonctionne. Recommence, Robert. Ça vient juste de fonctionner. Recommence. Ouais, mais ça sonne. La conférence de ce soir est donnée par M. Sylvain Lessard. Il est vice-président, directeur général Casa Berardi pour le compte. M. Lessard. À titre d'ingénieur minier, surintendant, directeur général et vice-président dans différentes organisations. Reconnu pour son leadership et ses compétences techniques, M. Lessard a bâti son expertise au sein de nombreux projets miniers au Québec, au Labrador, au territoire du Nord-Ouest et aux États-Unis. Grâce aux connaissances acquises au fil des pratiques chez Éclat Québec vers la transition en mine à ciel ouvert. Sylvain, c'est à toi. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Là, oui. Marche, là? C'est bon, merci. On va l'avoir. Hein. Merci à tout le monde ici dans la salle et en ligne. Une belle introduction. Juste parler une minute de moi. Moi, je suis originaire de la grosse ville de Granada, à côté de Rouen. Saint-Guillaume de Granada, un petit village qui a été absorbé par la ville de Rouen avec le temps. Fait que j'ai passé mon enfance ici, puis j'ai fait ma première année d'université à l'UQAT. C'était la deuxième cohorte. On voulait développer un programme de génie quel qu'il soit à l'UQAT. Fait que ma première année de Polytechnique, je l'ai faite ici en région pour essayer de développer quelque chose. Fait que je crois vraiment à la région, puis je suis originaire d'ici. Fait que mon cœur est ici, c'est certain. Ma passion, toutefois, c'est les mines. Fait que, on a sauté les dates, là, mais je suis gradué de Polytechnique en 1989. Okay? Fait que, plusieurs décennies en arrière de la cravate. Je me suis promené pas mal. Il y en a certains que je connais, que je nommerai pas. Rémi, ça fait longtemps. J'étais étudiant quand j'ai travaillé avec lui la dernière fois. Dans le temps. Fait que merci d'être ici ce soir. S'être déplacé. Heureusement, il n'y avait pas trop de tempête de neige aujourd'hui, mais comme Abitibien, ça ne nous dérange pas trop. Hein. Fait que le titre de la présentation, c'est Mine Casa Berardi. Puis j'ai appelé ça une force d'ailleurs et d'ici, ou j'aurais pu dire d'ici ou d'ailleurs. OK? Pourquoi que je parle de ça? Je vais vous en parler un peu plus. La mine Casa Berardi, c'est une mine aurifère, mais notre compagnie mère qui est Éclat Mining, okay, c'est une compagnie qui est essentiellement dans l'argent. Fait que je vais vous introduire un peu le marché de l'argent. Éclat Mining, je checkais juste pour le fun en m'en venant tantôt. Amos, c'est quelqu'un qui peut me dire en quelle année ça a débuté, Amos? 1914, OK? Nous autres, Éclat Mining, j'ai checké pour Picogan, c'était 57. 57. Mais je suis certain que les Algonquins, ça fait pas mal plus longtemps que ça qu'ils sont dans le coin. Société mère, nous autres, a été fondée en 1891. Je ne pense pas que personne n'était né à ce moment-là. Là. C'est la plus ancienne société minière dans les métaux précieux en Amérique du Nord. Ça fait 50 ans et même un peu plus là, qu'on est à la bourse de New York. Puis on est le plus important producteur d'argent aux États-Unis et le troisième mondialement. On est en voie aussi de devenir le plus important producteur d'argent au Canada parce qu'on a une mine qui est en démarrage, que je vais vous parler un peu plus loin, qui est la mine Keno Hill au Yukon. Puis, on s'attend d'ici à 2025 à produire environ 20 millions d'onces d'argent annuellement. Fait que si on voit un peu la map ici, on voit ici Keno Hill au Yukon. On a une mine aussi en Alaska qui est Green Creek. On a Casa Berardi qui est ici, en Abitibi, et Lucky Friday qui est en Idaho.
La beauté de tout ça, je vous ai mis les prix des 5 dernières années. OK, l'or, dans notre cas, ici à Casa Berardi. Si vous voyez la progression, OK, des 5 dernières années, tout est en croissance. OK, il y en a qui suivent ça au jour le jour. Moi, je suis ça à tous les jours ou presque. Avec l'or aujourd'hui, dans ce coin-là, c'est bon. 2006-2007, canadien, plus c'est haut, plus on est content. Casa, ben, c'est essentiellement de l'or. On a produit un peu d'argent aussi. Puis, on a une durée de vie prévue d'environ jusqu'en 2037. Du côté de l'argent, comme vous voyez, OK, l'once, ça coûte beaucoup moins cher. OK, on est autour, on a parti il y a 5 ans à 20 $ l'once canadien. Puis là, on joue dans le 30, 32, 33 $ canadiens l'once. On est une compagnie que vous allez voir un peu plus loin, là, qu'on a beaucoup de marge, surtout dans l'argent. Okay? Nos coûts de production à l'once sont très intéressants. On est vraiment là, on a deux de nos mines qui sont en opération, qui sont dans le tiers supérieur des courbes de coûts. Puis on a des réserves en avant de nous autres d'au moins 10 ans. L'argent, OK, 51 de la production mondiale est faite par le Mexique, le Pérou et la Chine. Vous le voyez ici. Pour ceux qui sont en ligne, c'est les 3 premiers pays qu'on voit là. Fait que le 24 13 14 la production américaine, c'est beaucoup moindre. Mais si on regarde qu'est-ce qu'on fait comme argent aux États-Unis, et que là représente 45 de la production. Fait que ça, on voit ici, nous autres, c'est 14,2 millions d'onces annuellement. Comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, là, on s'enligne pour aller vers 20, même 25 millions d'onces annuellement. Fait que, puis on a Teck, on a Coeur, Rio Tinto qui sont nos plus proches compétiteurs. Si on regarde en coût, le coût moyen de l'once d'or dans notre cas, puis le tableau ici est en dollars US. C'est 11,30 que ça nous coûte en moyenne. Ça représente 15,25. 15,25 l'once d'argent. Okay, fait que ça devient très intéressant pour la compagnie. Nos marges sont très bonnes. Je reviens un peu. La part nord-américaine des États-Unis, c'est 4 du marché mondial. Puis la part du Canada dans tout ça, c'est environ 1 Fait qu'on est un petit joueur, mais c'est quand même un produit qui, je dirais, qui a une certaine rareté, mais c'est important qu'on produise. Le marché de l'argent, si on parle un peu, a commencé par étant un marché monétaire, c'était des pièces d'argent. Au lieu des pièces d'or, c'était des pièces d'argent avant l'arrivée de l'argent papier, l'argent électronique. Ça a été d'au moins, dans le temps, on peut parler d'environ des années 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à peu près aux années 1800 après Jésus-Christ. Le marché, après ça, il s'est développé énormément avec la photographie. Du début de la photographie des années 1900 à 1999. Ça a fait que la demande était très forte, mais après ça, après je dirais le digital qui est arrivé, puis le monde qui a arrêté d'utiliser les pellicules 35 mm et compagnie, ça a créé, je dirais, une demande beaucoup plus faible. Fait qu'il y a eu un marché baissier à ce moment-là. Puis depuis je dirais le début des années 2000, le marché est en croissance, surtout pour les utilisations industrielles et comme investissement. Puis depuis 2010, c'est l'énergie aussi qui a embarqué. L'énergie, là, c'est essentiellement les panneaux solaires. Fait qu'on parle de composantes électroniques. L'argent, c'est un très bon conducteur, entre autres. Puis c'est un matériel aussi qui est antimicrobien. Fait qu'il y a des utilisations en médecine. Nos purificateurs d'eau, ils ont souvent de l'argent à l'intérieur. Okay? C'est une utilisation qui est très répandue. Les catalyseurs dans les automobiles. Fait que le marché d'automobile en utilise beaucoup.
Malgré, je dirais, la disparition de la demande de la photographie, la demande mondiale pour l'argent est en accroissement. OK? Fait que la demande a augmenté à 447 millions. Ça, c'est depuis les années 2000. Ça, c'est des données d'environ 2022-2023, soit un accroissement depuis les années 2000 d'environ 71 %. On voit un peu ici les parts de marché. Tout ce qui est industriel, on a eu un accroissement de 48 %. Okay, c'est passé de 1999 à 343 millions d'onces à 508 millions d'onces. La photographie, c'est là qu'on a vu la plus grosse baisse. C'est utilisé encore, mais à beaucoup moindre échelle. Okay, ça a passé de 246 à 29, soit une baisse de 88 %. Bijouterie, argenterie, ça se maintient, une baisse de 14 %, mais il y a encore une très forte demande mondiale. En investissement, c'est là qu'il y a eu le plus gros accroissement, de 26 à 344. On voit ici, dans le tableau juste à côté, le marché photovoltaïque, ça c'est les panneaux solaires, là, il est à 24 % du marché. Des composantes aussi électroniques, électriques, ça représente, excusez-moi, je reviens. Ça représente 61 %. Puis les alliages brazing, ça, c'est surtout utilisé pour fusionner différents métaux ensemble. La base, c'est l'argent. C'est surtout utilisé là, pour 9 % du marché dans l'aéronautique essentiellement. Fait que la beauté de tout ça dans l'argent, pourquoi investir dans l'argent, c'est qu'il y a une pénurie qui s'annonce d'au moins 70 millions d'onces, 70 millions d'onces d'ici jusqu'en 2030. Fait que tout le monde le sait, offre et demande. Okay? Quand la demande est plus forte que l'offre, ben, les prix montent. Fait qu'on en bénéficie. Notre mine phare, c'est Greens Creek en Alaska. C'est le 11e producteur d'argent mondialement. Okay? On a miné depuis 1987 environ 20 millions de tonnes. Qui représente environ 345 millions d'onces d'argent, fait x 20 ou 25 $ US environ. C'est intéressant. Ça a produit, parce qu'il y a souvent de l'or associé à ça, 2,8 millions d'onces d'or et du plomb et du zinc. C'est je dirais une mine qui est rentable depuis longtemps. 2022, on avait fait un profit d'opération de 120 millions. En 2021, 185 millions. Fait que tout s'en va du bon côté pour la mine Greens Creek. ECLA croit beaucoup en l'amélioration continue et en l'innovation. Fait que la mine a été. ECLA est devenu opérateur dans le cas de cette mine-là depuis 2008. On a réussi à augmenter la récupération à l'usine de 8 % jusqu'à 81 %. On travaille encore là-dessus. Du côté usinage aussi, en changeant les procédés, on a monté les capacités d'usinage de 28 % pour une moyenne d'environ 2573 tonnes par jour. Comme je disais tantôt, on le voit ici, là, je ne vous passerai pas tout le détail du tableau, mais les cibles pour 2023, on visait entre 9,8 et 10 millions d'onces. On a fini tout près de 9,8 millions. Puis, les derniers chiffres qui ont sorti pour le coût de l'once étaient à 5,67 dans le cas de cette mine-là. Toujours en dollars US. Notre deuxième mine qui était en production, malheureusement, la mine, au mois d'août l'année passée, on a eu un feu en milieu souterrain. On a réussi à évacuer, on n'a pas blessé personne. Sauf qu'on a perdu l'accès à la mine pendant, je dirais, les 5 derniers mois de l'année, de août aller jusqu'à tout maintenant. Il a fallu refaire des sorties de secours parce que le feu a eu lieu dans la partie basse d'un des chevalements d'accès, un des puits d'accès. Fait que, on parle ici d'une mine qui est en redémarrage actuellement. La mine de Lucky Friday est en Idaho. C'est une mine qui a 17 ans de réserve en avant d'elle. On a extrait, juste pour donner un ordre de grandeur, environ 4,4 millions d'onces en 2022.
C'est sûr que l'année passée, on est plus beau dû à l'arrêt des opérations. Puis notre coût moyen, là, malgré le feu, était avec ce qui avait été produit avant le feu à 12 et 21 l'once. Encore une fois, on croit beaucoup à l'amélioration continue. Fait que la beauté de cette mine-là, c'est qu'ils ont développé une nouvelle méthode de minage. Cette méthode de minage-là, qu'on appelle le UCB, on a reçu un prix pour ça. Je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Mais ça nous a permis aussi de monter la cadence à environ 1180 tonnes par jour. Puis on est en position pour produire là, très prochainement pas loin de 5 millions d'onces là, annuellement. Ici, on peut voir, là, on a reçu le prix d'innovation, le Robert E. Murray de la SME aux États-Unis, une compagnie américaine, naturellement, qui la beauté de la chose, c'est que c'est comme une technique qu'on va éliminer sous le remblai. Okay? Fait qu'on rentre sous le remblai et on mine en descendant. Une des choses qui est bien intéressante, c'est qu'on vient miner dans la roche sous le remblai. Okay? Puis avant de retraiter, on vient mettre comme un concassé pour à peu près, je dirais, 25-30 cm dans le plancher. Puis on vient tout ancrer, juste piquer tous nos boulons d'ancrage, filetés dans cet agrégat-là. On attache ça avec de la broche, excusez-moi de dire ça de même, là. Puis pour que ça tienne tout vertical, un patron normal, mettons, de 1,2 par 1,2 mètres. Puis après ça, on vient couler le remblai en pâte à l'intérieur de tout ça. Fait que quand on revient avec le lift inférieur, on vient dégager la tête de nos boulons. Fait qu'on sauve énormément de temps à venir faire notre support de terrain. Puis ça accélère aussi l'avance là, à chaque fois qu'on prend un lift. Fait que c'est comme du développement sous du remblai en pâte. Fait que c'est une méthode qui est beaucoup plus sûre pour les travailleurs parce qu'on travaille tout le temps sur du remblai, qu'on a fait l'ingénierie, puis on a fait le contrôle de qualité dessus. Une des contraintes qu'on avait dans cette mine-là, c'est que c'est en profondeur. Il y avait beaucoup de contraintes de terrain, de stress. Fait que de cette façon-là, on contrôle beaucoup mieux le stress, le dégagement du stress à l'intérieur du massif rocheux. Ça nous a permis de rentabiliser la mine. Okay? Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. La dernière acquisition, c'est Kino Hill, qui sont en démarrage. Eux autres sont au Yukon. On a une réserve d'environ 49 millions d'onces. Depuis l'acquisition, qui est tout récente, fin 2022, on a augmenté déjà les réserves de 33 %. On a un terrain de jeu au Yukon d'environ 228 km². Puis on a d'excellents potentiels d'exploration. On est en démarrage. 2023, c'était le début à l'automne 2023. On a déjà extrait 1,5 million d'onces. Une des choses, si on regarde les tonnages qui sortent, sont très faibles. Je pense qu'on va avoir une capacité, vous ne le trouverez pas là-dessus, de mémoire de 400 tonnes par jour, mais la teneur est tellement élevée que ça génère beaucoup d'onces d'argent. Comme c'est là, on vise une cible de coût entre 13 et 16 $ US l'once. Après ça, ça va être tout le processus d'amélioration continue qui va embarquer d'innovation. Fait que juste pour vous montrer une de nos propriétés, ça c'est un 3D du développement sous terre, fait qu'on vient vraiment de commencer. La partie en grise, elle est exécutée. C'est ce qui a été fait une partie l'automne passé. Puis on a plein de zones à aller réouvrir. Fait qu'on est très dépendant là, de la vitesse de développement qu'on peut faire pour accéder à nos nouvelles zones. Le camp qu'on a, c'est au site, c'est environ un camp de 220 personnes qui est actuellement rempli à pleine capacité. Ce qui nous amène avec le Québec, qui est Casa Berardi. Okay. La mine de Casa, la localité la plus proche est Villebois, qui est à environ 60 km. On est à 95 km au nord de la Sarre. On est en territoire traditionnel algonquin de la Première Nation que vous connaissez bien, Abitiwini, de Picogan, avec qui on a une entente. On est aussi, on appartient au sud du territoire conventionné en vertu de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Je regarde Émilie.
J'ai bien tout nommé tout notre monde. Puis on est un employeur de choix en Abitibi-Ouest. Là, on est pas loin de 800 travailleurs actuellement au site. Ceux de mon âge, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent, là, mais les premières découvertes datent de 1981, qui ont été faites par Inco, TVX. La première mine, la Mines, ça a commencé en 1988, puis ça a suivi avec la mine Ouest en 1990. Et que là, acquis de Mine Horizon, qui ont opéré là, de 1998 à 2006, a acquis le site de Casa-Berardi en 2013. Puis on a remis en production, parce qu'il y a eu un arrêt à un moment donné pour des effondrements, on a remis en production la Mines sous terre. On a travaillé depuis ce temps-là aussi pour la production sous terre de la mine principale de 2006 à 2013. Puis on a fait une fosse aussi qu'on peut voir ici. La première fosse qui a été faite, qui est la EMCP. EMCP qui voulait dire East Mine Crown Pillar, okay, pour la Mines, le pilier de surface de la Mines, qui a été faite de 2006 à 2015. On a retourné faire une légère expansion de cette fosse-là l'été passé, une partie de l'année, okay, qu'on a réussi à extraire. Mais là, c'est officiellement terminé. Puis depuis 2021, on a aussi une autre fosse qui fonctionne, qui est la fosse 160. Fait que si on voit ici une petite vue en plan, okay, la mine qui était de ce côté-ci, on avait la mine principale puis la mine ouest. Puis on a les fosses aussi, vous pouvez voir là, peut-être en section ici. Je vais m'enlever. Fait qu'en section qui est la coupe là, de ce côté-là, avec une vue nord. Okay, puis on a 5 fosses. On a la 160 qui est la fosse actuelle en opération. On a la fosse MCP, XMCP qui est terminée. Puis on a 3 autres fosses qui vont se rajouter. La 134, qu'on a déjà le permis, puis on est en demande de permis, on va vous parler un peu plus loin, pour la fosse principale et pour la fosse WMCP. Encore une fois, WMCP pour West Mine Crown Pillar, le pilier de surface de la mine ouest. Tout ça longe, vous voyez en blanc en pointillé, qui est la faille de Casa-Berardi. Puis si vous regardez un peu, c'est un peu plus petit, là, mais ça, c'est tout notre territoire, notre terrain de jeu qui est étalé sur environ 37 km de long. La partie qu'on voit ici en orangé, c'est où on a des bails miniers. Des bails miniers actifs. Là. Fait que si on regarde un peu comme système aurifère, on a encore beaucoup d'ouvertures potentielles en profondeur. Okay, 3 mines qui étaient opérées en souterrain, 5 mines à ciel ouvert. Mais on a encore des potentiels là, qu'on est encore en train de forer. Un peu partout, là, que ce soit du côté ouest de la mine principale, la Mines. C'est sûr qu'on a mis en priorité, juste donner un ordre de grandeur. L'année passée, on a dépensé pas loin de 8 millions en exploration sur le site. Certainement en périphérie de toutes nos opérations. Encore une fois, une autre vue, si on regarde tout le camp minier, on en fait quand même un peu à l'intérieur pour aller sonder à l'extérieur d'où ce qui est notre bail minier, où ce qu'on a des clés miniers. Fait qu'on a quand même une très belle propriété qui a beaucoup de potentiel. On n'a pas seulement Casa-Berardi comme propriété. Okay, on a aussi la propriété Eva Osco qui est à côté dans la Côte-Joanne, ceux qui connaissent à Rouen. Pas très loin de l'aéroport, qui a quand même un certain potentiel qu'on n'a pas encore. On prévoit encore faire de l'exploration de ce côté-là éventuellement. On a la propriété aussi au Pinaca Wildcat, qui est voisin de la mine Éléonore, qui on fait encore régulièrement de l'exploration. Puis on a la propriété Duvernay qui est loin, qui est près de la faille Chicobi, qui se rapproche là, entre, je dirais, la Sarre qui s'en vient vers Amos. Là.
Fait que cette propriété-là qu'on a acquérie puis qu'on fait aussi certains travaux d'exploration. Casa Berardi, comme je vous disais tantôt, le début, c'est 1988. On a pas loin, mais au-dessus de 3 millions d'onces d'extraits depuis le début. OK, on a des réserves encore en avant de nous autres là, de pas loin de 14 ans là, qui vont nous emmener tout près de 2037. On est en transition. OK, le plan de match connu actuellement, aujourd'hui, c'est une transition vers les mines à ciel ouvert, comme je vous en ai montré au moins 3 autres qui s'en viennent. On a la 160 qui est encore en opération. La mine ouest, on a fermé l'été passé la mine S, ça c'est sous terre, ça a été terminé. Puis là, on est concentré sur la mine ouest. Ce qu'on connaît des réserves qui nous restent, qui sont payantes à extraire, nous emmène jusqu'à la fin juin. On travaille encore, on fort encore, on essaie de prolonger ça le plus possible, mais qu'est-ce qu'on en connaît en date d'aujourd'hui? Ça nous emmène à la fin juin 2024 cette année. On a des plans qu'on est à l'étude actuellement pour essayer de se rajouter des tonnes là-dedans, des mètres de développement. Ce n'est pas encore approuvé, ce n'est pas encore justifié économiquement, mais on travaille dessus. Puis la fosse 160, elle est prévue d'être finie d'excaver jusqu'à la fin 2027, fin 2026, mi-2027, dépendant de la cadence qu'on va avoir. Puis on s'attend peut-être à être capable, si on accélère la cadence, qu'on pense avoir la capacité de finir en 2026, bien, on va avoir du minerai pour à peu près une autre année d'usinage. Après ça, on va potentiellement avoir un gap. Fait que là, je vais vous parler un peu plus loin là, des demandes de permis, parce que la seule fosse qu'on a le permis actif actuellement, c'est la 134. Les autres, on est en démarche là, pour aller chercher nos permis. Fait que, encore une fois, Éclat est propriétaire depuis 2013. Puis encore une fois, comme je vous dis, si on veut travailler chez Éclat, on doit croire à l'amélioration continue et à l'innovation. Fait que depuis 2013, notre capacité d'usinage a monté de 29 OK, pour monter à une moyenne d'à peu près 3626 tonnes par jour. On a même, ça c'est la moyenne parce qu'on roule actuellement à 3009, 4000 tonnes par jour. Puis on a des plans aussi pour continuer à s'améliorer, pour monter ça à peu près 4100 tonnes par jour, moyenne, pour la prochaine fosse qui va commencer à extraire potentiellement du minerai là, en 2029. Casa, ça fait longtemps qu'on mine, puis je dirais dans les derniers 2 ans, on n'a pas frappé beaucoup de nouvelles zones, malheureusement. La teneur, depuis les 5 dernières années, s'en va en descendant. Notre teneur de coupure est à 4,5. Comme c'est là, c'est ce qu'on mine, du 4, 4,5. Fait qu'on est très, très borderline avec notre opération souterraine. Ce qui explique aussi le coût. Si vous regardez le coût de notre once d'or, là, ça nous emmène à peu près à 2000, 2100 piastres l'once. Ça veut dire qu'on ne fait pas beaucoup d'argent. C'est ce que je peux vous dire. La fosse, elle, il y a beaucoup de décapage. Quand on vient dans le coin de Casa Berardi, là, il y a beaucoup de morts de terrain qui jouent entre 20 et 30 mètres d'épaisseur. Fait que nos stripping ratios, ça veut dire que le rapport entre la quantité de stérile et de minerai est très élevé, beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Okay? On est dans une zone là, de 8 à 10, des fois même un peu plus. On a besoin de 10 tonnes de stérile à dégager ou de morts de terrain pour aller chercher 1 tonne d'or. Fait que ça, c'est un défi en soi. Fait que juste pour vous montrer un peu, ça c'était le début en l'été 2021 de la fosse 160, on commençait. L'été passé, 2022, c'est 1 an et quelques mois. La fin de l'hiver passé, 2022, ça a continué à avancer. Puis ça, c'est une photo prise juste un peu avant Noël. Fait qu'on voit quand même une évolution de la fosse. La teneur moyenne de cette fosse-là est autour de 1,8 grammes à la tonne.
Fait que je peux vous annoncer, l'année passée, on a eu des gros défis. Ça a commencé en juin, surtout avec les feux. Nous autres, on a perdu l'accès, on s'est fait couper l'accès à notre site parce qu'on utilise un chemin forestier. Fait qu'on a perdu 22 jours de production. Ne pas avoir accès à notre site. On a travaillé fort avec les autorités. J'aimerais remercier Mme Suzanne Blais qui nous a énormément épaulés dans toutes nos démarches pour réouvrir le site. Merci. Ça nous a permis de repartir nos opérations. On aurait aimé ça de travailler plus, mais ça n'a pas été le cas. Fait qu'on a mangé quand même un bon montant d'argent en juin. Après ça, on a fermé la mine Est plutôt. On a eu quand même un ajustement de nos effectifs et qu'il y a certaines personnes qui ont perdu leur emploi. Je dirais, en parallèle, rendu au mois d'août, on a décidé d'accélérer justement la fosse 160. Fait qu'on a acquéri, la fosse 160 est exploitée avec l'aide des jeunes Norascon, qui ont travaillé grandement avec nous autres dans les dernières années. Puis on voulait monter la cadence pour se donner de la marge de manœuvre avec des fermetures de mines, mais c'était du minerai en moins qu'on avait pour alimenter l'usine. Donc, il fallait trouver du minerai ailleurs. Puis la seule solution qu'on avait, c'était d'accélérer la cadence de minage pour être capable de dégager plus de minerai de la fosse 160. Ça reste une fosse, je dirais, marginale. Fait que c'est important qu'on contrôle nos coûts. Fait qu'on a mis beaucoup d'emphase au courant de l'année pour baisser nos coûts malgré l'inflation, malgré tout ce qui s'est passé avec la COVID, puis les prix qui ont parti en inflation énorme. On a réussi à baisser nos coûts, je dirais, là, de pas loin de 20 % en étant de plus en plus imaginatif et créatif, puis aussi en allant chercher seulement ce qui est nécessaire, puis couper dans le gros, on pourrait dire. Encore une fois, une vue en plan de ce qui s'en vient. Fait que je vous parle ici de la fosse 160, la EMCP qui est déjà terminée. Une des solutions qu'on a, une bonne partie de la capital qu'on a investi à Casa Berardi est pour la construction de notre parc à résidus. Notre parc à résidus, on est en demande pour le 3e rehaussement de la cellule 7 pour être capable de soutenir notre capacité d'entreposage de nos résidus miniers, pour être capable d'usiner. Ça nous emmène jusqu'à la mi-2027. Suite à ça aussi, on est en demande de permis pour être capable d'entreposer les résidus miniers dans la fosse 160. Fait que ça va être une économie très substantielle. Les objectifs à court, moyen et long terme chez Casa Berardi et le Québec, c'est la pérennité des opérations. On est en pleine transformation. On ne le cachera pas, l'année passée est une année remplie de défis. On a fini avec un déficit de 71 millions de dollars. Voyez-les comme un investissement. Nos actionnaires, notre exécutif, la compagnie croient encore au camp minier de Casa Berardi. On continue à dépenser de l'argent, mais on est déficitaire. Cette année, c'est également le cas. Fait qu'on a un budget avec un déficit de 21 millions US, qui représente à peu près 27 millions canadiens. Cet argent-là sert aussi au décapage de la fosse 160. À partir du moment qu'on va avoir pris le dessus, puis le gros, on a fini l'argile, là, il reste le til, mais on s'en vient bien. À partir du moment qu'on va avoir ouvert le plus gros de la fosse, avoir des plans de travail pour travailler à grandeur de la fosse, on va être capable de dépenser moins puis devenir rentable. C'est le cas qu'on a, c'est le même qu'on a vendu notre salade l'été passé pour être resté en opération malgré les deux déficits que je viens de vous parler. Toutes les années auparavant, on était d'une compagnie profitable. Fait que 2025, 26, 27, on va tout récupérer notre argent, on va même faire un profit. Puis l'objectif premier, la prochaine phase, ça va être la fosse principale. La fosse principale, la teneur est de beaucoup plus haute. Elle est à 3. Je vais vous en parler un peu plus loin, mais ça va être
monétairement beaucoup plus facile de faire des profits avec celle-là. On s'attend à faire un profit d'opération d'environ 800 millions avec cette fosse-là. Puis il nous reste également la 134 et la WMCP. Fait que future fosse principale de l'UVMCP, je vous en ai parlé. Les infrastructures qu'on a besoin, qu'on est en demande de permis ou de design, qui est la halle d'Astéril Nord. On s'en est mis une en backup du côté sud, qui est qu'on est encore en train d'évaluer si ça va être requis. Éventuellement, notre chemin d'accès passe à l'intérieur de la future fosse WMCP qui va être à déplacer. On a quand même des voisins, des chasseurs, il y a beaucoup de camps autour, fait que on ne peut pas lui couper l'accès comme ça. Fait qu'on a déjà prévu de déplacer notre chemin d'accès. Un accès aussi à un nouveau chemin de mine, parce que la cadence va monter entre la fosse principale et la WMCP. Fait qu'au lieu de prendre notre chemin actuel, on va rouler avec l'équipement lourd. Fait qu'on a un chemin qui va se faire en parallèle pour notre équipement mini uniquement. Après ça, on est dans la gestion des eaux. On regarde la possibilité de ségréguer les eaux et ajouter du traitement d'eau. On est en évaluation. Puis la possibilité aussi d'avoir 2 influents parce qu'on est quand même étalé sur plusieurs kilomètres. Fait qu'au lieu d'avoir juste un influent, on va probablement demander pour avoir un 2e effluent du côté de la mine ouest. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut valoriser les infrastructures existantes. Je l'ai parlé dans le point 2 ici, la fosse 160 qui éventuellement va servir de parc à résidus. Puis on regarde aussi pour remplir toutes les fosses qu'on va avoir créées. Là. Fait que ça va s'éliminer par elle-même avec le temps. Les impacts qu'on a avec ces projets-là, le premier qui est appréhendé, c'est le détournement du ruisseau Kaobabikawi. Il faut que je le lise, je ne le sais pas par cœur. Et ça va aussi nécessiter probablement le dénoyage d'une zone aquifère souterraine. On est en étude de médication de ce côté-là. Puis on est en évaluation aussi des émissions atmosphériques lors des opérations. Les études environnementales et techniques qui ont débuté depuis au moins 2019. Puis il y en a plusieurs qui sont soit réalisées ou sont en cours. On a une équipe dédiée là, à toutes nos demandes de permis et à nos designs qui travaillent à temps plein là-dessus. Fait que, comme je disais tantôt, l'objectif ultime, c'est la pérennité des opérations. On a aussi la chance, je dirais, d'être pas loin de, je dirais, côté nord de l'Abitibi-Ouest. Fait qu'on a beaucoup de main-d'œuvre. Il n'y a pas loin, au-dessus de 80% de notre main-d'œuvre qui vient d'Abitibi-Ouest. On a une main-d'œuvre relativement stable. On a une très bonne main-d'œuvre, très bien formée avec l'expérience minière. C'est sûr qu'avec les annonces qu'on a faites, on a eu plusieurs départs. Fait que nos voisins des autres minières sont bien contents. Ils ont réussi à avoir du personnel très bien formé arriver chez eux. Bonne nouvelle. Puis l'autre côté, nous autres, ça nous a créé quand même une certaine synergie avec des départs, mais on a aussi une nouvelle génération. J'étais très, très surpris de ça. À notre party de Noël, j'ai serré à la main à tous les employés qui sont venus à notre party. Puis j'ai resté agréablement surpris de voir comment il y avait de jeunesse, je dirais entre 18 et 22, 23 ans dans nos employés, qui est une grosse proportion de nos employés, je dirais un bon 20%. Fait que oui, il y a eu des départs, mais on a aussi, ça a créé l'opportunité à plein de jeunes d'apprendre, puis de venir essayer le monde minier. On a tous commencé à quelque part, on a tous eu des mentors. Ben, c'est notre cas actuellement, fait on se considère un peu comme une mine-école. Oups, excusez. Problème technique. Arrête. Fallait pas que j'arrête, non, c'est ça. Je vais juste checker mes feuilles, là, je pense que j'avais pas mal fini. J'en avais une, là, mais le dernier, c'était un Gantt chart de toutes les demandes, les différentes permis qu'on est en démarchage. Okay? On en a beaucoup.
La vie de projet devrait se présenter, je dirais, d'ici fin mars, début avril, mi-avril. On va être en étude d'impact. On regarde aussi tous les critères, si on va se qualifier pour le BAP ou pas. On va avoir besoin d'aller de l'avant avec ça. C'est les permis qui nous retardent dans notre mise en production de la prochaine fosse, qui est la fosse principale. Fait que ça, on a une équipe, comme je disais tantôt, dédiée. On a fait 25 rencontres avec les différents intervenants, différents ministères, les municipalités autour, les citoyens pour expliquer où est-ce qu'on s'en allait. On veut être sûr qu'on s'en va dans la bonne direction, qu'on soumet la bonne documentation. On essaie d'être le plus proactif possible pour essayer de minimiser les délais. OK? Puis le délai... Excusez-moi, je vais revenir. En mode présentation. Fait que l'idée, c'est d'essayer d'optimiser ou de raccourcir le plus possible les délais. C'est sûr qu'on ne veut pas prendre de raccourcis, on veut faire les choses correctement puis pas faire d'erreurs en cours de route. Fait qu'on a besoin du support du milieu, on a besoin du support de tous les intervenants. C'est pour ça qu'on va présenter nos choses le plus possible pour que les gens sachent ça va être quoi le fait. Parce que tant qu'on n'aura pas notre permis, on ne pourra pas commencer le décapage de la mine principale. On s'attend à avoir vraiment un arrêt d'usinage là, de quelques années. Il y a peut-être des travaux en parallèle qu'on pourra faire avec nos équipes. On a la restauration progressive qu'on envisage. Il va y avoir tout le temps l'exploration au site. Mais si on est capable de couper ce délai-là, ben, c'est des jobs qu'on va créer plus rapidement pour aussi s'assurer qu'on a une certaine relève parce qu'on s'attend à avoir encore beaucoup de jeunes qui vont travailler avec nous autres. Puis les plus vieux aussi, il y en a beaucoup qu'on a besoin encore de nos jobs. Fait que faut pas les oublier. Fait qu'on fait une belle famille, une belle communauté. Puis on essaie de minimiser les impacts. Mais comme c'est là, il y a un certain délai. Puis la troisième fosse, la WMCP, elle va suivre par après, mais celle-là, on a pas mal plus de temps devant nous autres. Fait que ça causera pas là, parce qu'on travaille déjà dessus, on n'aura pas un gap comme qu'on vient d'avoir là. Puis le gap, bon, il y en a qui vont dire pourquoi vous n'avez pas été proactif. C'est sûr qu'on aurait aimé le prévoir, mais avec la fermeture de la MINES, ça a eu un effet de domino qui nous emmène dans des conditions comme ça. À cette heure, ben, c'est le fun d'avoir des mines, il y a beaucoup de retombées. J'ai tout épargné la partie retombée, que ce soit nos salaires, que ce soit nos consommables, on achète de l'outillage, on achète plein de choses. Juste on dépense on dépensait là, je dirais, dans l'ordre de 200 millions de dollars canadiens là, annuellement. Fait que ça, c'est des retombées directes ici, autant en Abitibi-Ouest qu'en Abitibi, un peu partout. On essaie d'acheter le plus local possible. Fait que c'est important qu'on s'assure de la pérennité de nos opérations. Fait que c'était tout pour moi. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Pour les questions, levez la main. Je vais vous apporter le micro, que les gens en ligne entendent les questions. Tu parlais de la fermeture de la MINES. C'est quoi qui a causé cette fermeture-là qui semble plus vite que prévu en tant que tel? Au mois de mai, on a eu une brèche dans une de nos halles d'astéril, l'unique, qui était autorisée. Fait que, après la brèche, on n'était plus en situation de l'utiliser. Puis tout le décapage qui venait de la fosse 160, okay, qui va s'assurer de notre futur, on n'avait plus de place pour déverser l'argile, entre autres. La roche stérile qu'on dégageait de cette fosse-là. Fait que là, avec tous les délais, on aura refait une demande pour se réparer ou se construire quelque chose de nouveau, ça n'aurait jamais arrivé. Fait que la seule porte de sortie qu'on avait, c'était aller déposer dans l'ancienne fosse de la MINES qui connecte avec le souterrain. Fait que jadis, c'est la mine qui avait eu un effondrement. Il y avait eu 22 barricades sous terre qui avaient été construites. Mais il avait été construite pour soutenir, je dirais, une pression hydrostatique à base d'eau.
OK? Tandis que nous autres, le plan, c'était d'aller mettre de l'argile avec une densité, je dirais, 2 fois plus haute. Fait qu'il était trop au bord, le facteur de sécurité pour ces barricades-là ne convenait pas pour la sécurité de nos gens. Fait qu'on a fermé la Mines, on avait une galerie, là, je pourrais vous montrer entre les deux mines. Excusez-moi. Fait que si vous regardez en section sous terre, comme vous voyez, la fosse de la mine S qui était terminée connectait avec notre mine S souterrain. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a condamné et on a refait une barricade hydrostatique de 83 mètres de long dans notre galerie d'exploration. Puis on a fermé la mine S. Ça ne veut pas dire qu'on n'y retournera pas un jour, mais le minerai qu'il y avait là, on n'y avait plus accès. Puis c'était le minerai qui avait le plus riche dans notre zone. Sauf qu'on n'était pas capable de dégager. Si on arrêtait la fosse 160, qui représente à peu près, je dirais, le 2/3 de notre alimentation à l'usine, bien là, c'est sûr qu'on n'arrivait pas du tout. Fait que c'est ce qui a entraîné la fermeture de la mine. C'est un effet de domino on essaie de se réajuster depuis ce temps-là. Autre question? Compte tenu de votre présentation, ce qui est juste de dire que l'avenir de Casa Berardi passe par l'exploitation des mines à ciel ouvert pour le principal? Les prochaines années, oui. Comme je disais, on n'est pas encore fermé le souterrain. On a encore 6 foreuses qui font de l'exploration sous terre. On espère pogner de quoi qui va être intéressant à regarder. Et puis à éliminer le plus rapidement possible. Mais c'est certain qu'on est très, très serré dans le temps. On a un autre projet là, qui a déjà été essayé il y a plusieurs décennies qu'on veut faire des tests à un démarrage en février, qui est de la fragmentation thermique. On a beaucoup de veines chez nous qui sont étroites, qui ont, je dirais, entre 15, 20, 30 cm, mais à haute teneur. Okay, des teneurs entre 50 et 100 grammes la tonne, mais très, très étroit. Fait que la fragmentation thermique qu'on veut faire, c'est aller dans ces zones-là si le pendage est assez consistant, puis forer un trou de 6 pouces, puis aller avec la fragmentation thermique, on rentre une torche à l'intérieur du trou pour chauffer la roche qui va se dilater puis va fracturer. On est capable d'aller chercher jusqu'à un diamètre qu'on s'attend à 600 mm. Fait que 2 pieds. Okay? Fait que on s'attend, si on est capable, puis on a moindrement de la consistance avec nos pendages puis nos alignements de veines, aller peut-être se chercher là, des tonnes de minerais là, à du 10 grammes à la tonne une fois dilué, 10-15 grammes, on serait très, très content. Il nous manque environ, je dirais, l'équivalent là, de 1000 onces par mois pour être rentable. Fait que si on aurait ça en parallèle, ben là, ça nous ouvrirait plein d'autres secteurs. Là. Fait que on est en plein démarchage là-dedans. On prévoit les premiers tests en février, puis on se croise les doigts qu'on ait des résultats moindrement intéressants. On a dit au fournisseur qui est la compagnie GetGold. Le CIO, c'est les plus vieux peut-être qui vont s'en souvenir. Fabien Miller, qui travaillait au Centre de technologie Noranda dans le temps. Qui est le président. Un des principaux actionnaires, c'est un Sud-Africain. Lui, il a fait la même technologie. Il l'a utilisée pendant 3 ans dans une mine en opération en Afrique du Sud avec de très bons succès. Fait qu'on est quand même assez confiant. Ce qu'on connaît moins, mais c'est... On connaît nos veines, là, mais il faut vraiment l'essayer pour voir quelle sorte de productivité qu'on peut avoir avec ça. Fait que... ça serait du côté ouest. On a ciblé, pour être exact, là, la zone 118 qu'on voit ici. Là. Fait que si ça, on a moindrement des succès, mais on a beaucoup de veines comme ça qui restent à exploiter, qui pourraient nous donner une bouffée d'oxygène, le temps de continuer l'exploration pour frapper de quoi. Mais c'est certain que le plan sûr, okay, le moins à risque, c'est les fosses à ciel ouvert.
Je rappelle encore que la 160 va nous emmener vers une rentabilité là, au moins sur une période de 3 ans. Fait que ça, c'est intéressant. Ça va nous redonner aussi de la marge de manœuvre. On se pose encore la question si on arrête les opérations parce qu'il n'y a plus de tonnes qui sont payantes, est-ce qu'on va laisser ennoyer ça ou on va faire du care and maintenance ou on va garder ça à sécher? Il y a un coût associé à ça. Ça va dépendre de notre position à ce moment-là. Je n'ai une complémentaire, par habitude. Compte tenu de ce que vous nous avez dit, l'autre aspect, actuellement, au niveau de votre force de travail, votre personnel qui est des Éclat Québec était plus sous terre, puis c'était des contracteurs qui étaient dans les fosses. Votre scénario demeure-t-il le même pour la suite des choses? Nous autres, ce qu'on a fait au mois d'août, on a fait l'acquisition d'une flotte de surface. Il y a une partie du déficit que je vous mentionnais tantôt qui a payé notre flotte. C'est un investissement. La grosse majorité des travailleurs qui sont dans les équipements de surface viennent de nos travailleurs qui travaillaient sur terre. Ils ont eu une formation accélérée, puis qui a minimisé aussi, je dirais, la variation en effectif. Là. Fait que, je dirais, pas loin de 70 personnes, certains, là, qui travaillent aux opérations de surface, là, qui ont été transférés. Il y en a peut-être un 8-10 là, qui ont venu de l'extérieur. Puis, on a aussi, dans les prochaines phases, dépendant de la cadence qu'on va aller, il y a des chances aussi qu'on soit capable de replacer une partie de nos équipes. Là. Bien, merci tout le monde. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Non? Bon, ben, les explications étaient bonnes. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Je vais inviter Amélie à venir remettre la toile. OK, pour tout mettre les choses bien claires. Amélie, c'est ma fille, puis sa mère, c'est elle qui fait les toiles. C'est-tu clair, ça? Oui, bien, en fait, oui. Bien, merci. C'est l'ABC de l'art qui nous fournit les toiles depuis le début. En fait, on remercie beaucoup Marie-Josée. Si vous avez besoin de toiles, il y en a plein au magasin. Puis, n'hésitez pas, hein, ça va libérer des murs chez nous aussi. Puis aussi pour toi, un polo pour être bien habillé. Merci pour votre accueil. Merci, vraiment, merci beaucoup, Sylvain. C'était vraiment intéressant. Puis merci tout le monde. On a quelques petites nouvelles. Le 6 février prochain, c'est une journée maillage minière. Si vous n'êtes pas au courant, c'est vraiment là, c'est un événement à ne pas manquer. C'est vraiment une occasion unique pour rencontrer là, les gens les minières sont là. Je ne sais pas si vous êtes là. Pardon. Ah, OK. Ça va venir. Alors, c'est vraiment une occasion unique pour tous les acheteurs des minières sont là. Fait que vous avez un speed dating, puis toute la journée est là pour rencontrer les gens. Ça vaut vraiment la peine. Fait que mardi 6 février prochain. On commence la journée avec une conférence de José Méthode, la DG de l'AMQ, qui va démarrer la journée. Le 5 à 7 qui conclut la journée, c'est Magneto Investments, le projet du monde, qui va faire la présentation. C'est soit Christian Brousseau et ou AG Saint-Jean qui vont donner la conférence. Non, c'est pas moi.
pour le PDAC. Les années précédentes, on finissait tout le temps par organiser un vol. J'ai essayé cette année, puis c'est pas parce que je ne veux pas, il n'y a pas d'avion disponible. Pas capable d'avoir d'avion. Ben, en fait, oui, je pourrais avoir des avions, mais il faut que je les fasse venir de Montréal puis de Québec, ça double le prix. C'est ça. C'est plate, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais souhaiter une bonne fin de soirée aux gens en ligne, puis on va procéder sans micro pour des prix de présence. N'oubliez pas aussi, il y a des revues en arrière, là. Ils sont fraîches. Oui, tu as tout à fait raison, c'est vrai. J'étais en train de passer droite. En février, en fait, on va donner 2 conférences. Une le 6 février à Amos, puis on va à la salle le 20 février. C'est dans la salle du club de golf, même horaire. C'est Amex, là, je ne me rappelle plus. Aaron Spelling qui va donner la conférence pour Amex.